Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors la sexualité, la sexualité c'est pas un besoin au sens qu'il n'est pas indispensable d'avoir des relations sexuelles pour survivre. Néanmoins, elle peut être considérée comme un besoin pour bon nombre d'entre nous parce que après tout, si c'est le cas, il faut pas la négliger parce que négliger l'un de ses besoins fondamentaux, c'est s'empêcher d'être heureux. Les besoins sexuels, alors évidemment, ils vont varier en fonction de plusieurs critères. Il y a déjà ce qu'on appelle la pulsion. On n'est pas tous égaux. On dit que généralement les hommes ont plus de pulsions sexuelles que les femmes. Et puis il y a le désir. Alors là encore, c'est quelque chose de terriblement variable. Et vous l'avez sans doute constaté, quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous débordez de désir. Et si vous ne pouvez pas faire l'amour avec cette personne, vous allez forcément souffrir. Et du coup, on peut se poser cette question. À l'inverse, est-ce qu'on peut continuer à désirer quelqu'un pour qui nous n'avons plus de sentiments ? C'est des nuances quand même sacrément complexes. Alors on va tenter d'y voir un peu plus clair grâce à mon invité Samuel Doc, qui est psychanalyste. Et puis bien sûr, je vous invite à nous donner votre avis ou à nous dire comment vous gérez vos besoins sexuels, vos désirs, vos pulsions. Vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Vaste sujet, n'est-ce pas Samuel Doc ? Oui, bonjour Brigitte, merci beaucoup de me recevoir. C'est vrai que c'est un sujet labyrinthique sur lequel vous nous emmenez aujourd'hui. Oui, désir, pulsion, besoin. Alors, moi, je me suis dit que peut-être, pour commencer à y voir un peu plus clair et pour aider les auditeurs surtout à mieux comprendre, on pourrait prendre l'exemple de la nourriture. Quand on a faim, c'est un besoin. On pourrait dire ça. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose quand on a faim de l'autre ? C'est assez complexe parce qu'après tout, on sait aujourd'hui que les pulsions, comme vous les avez appelées à juste titre, naissent à l'origine d'un besoin. Par exemple, l'enfant, quand il est tout petit, quand c'est un nourrisson, il va téter sa mère par besoin, par faim, par instinct, et pourtant il va y trouver du plaisir. Il va se rendre compte que c'est plutôt agréable d'avoir tout à coup quelque chose qui le remplit. Donc, à partir d'un besoin, vient s'échafauder, vient se construire véritablement une pulsion qui, elle, sera d'ordre plus psychique. Et la pulsion est quelque chose vraiment ce que nous, psychanalystes, nous appelons un concept limite. Pourquoi limite ? Parce que justement, elle est prise entre le corps et la pensée, entre le psychologique et le somatique. Et c'est pour ça que c'est pas si simple. C'est qu'on peut parfois être pris dans une conflictualité entre notre pensée, ce que nous représentons de notre vie intérieure et nos besoins physiques, physiologiques. Vous voulez dire qu'on peut très bien avoir, par exemple, une pulsion sexuelle pour quelqu'un, et puis parce que cette personne, c'est le mari de notre meilleur ami, on va s'empêcher de la voir, et du coup, ça va faire un conflit psychique intérieur. C'est exactement ça. Il y a vraiment un champ qui peut être extrêmement libre sur la manière dont nos pulsions vont être satisfaites, vont se déployer. Mais ce qui est sûr, c'est que, et ça répond déjà un petit peu à la problématique que vous avez ouverte, c'est que c'est la morale qui veut que nous aimions et que nous désirions la même personne. Mais en réalité, l'inconscient, il s'en fiche un petit peu de ça. Nos pulsions, elles s'en fichent. Qu'il s'agisse de désirer quelqu'un, de créer une œuvre d'art, de créer un trouble psychique, la pulsion, c'est une énergie qui peut trouver des objets complètement improbables. Et je crois que votre émission le montre chaque semaine avec énormément de talent. Ça veut donc dire que cette énergie pulsionnelle, si comme vous l'appelez, elle est indépendante de notre volonté. Ah oui. Elle peut être. On n'y peut rien. On n'y peut rien. On peut essayer de travailler pour y mettre du sens. On peut essayer de se représenter les mouvances pulsionnelles qui nous traversent, mais on ne les décide pas. Elles prennent naissance dans le ça, c'est-à-dire aux confins de notre organisme. Tout à fait. Vous avez raison. Et il est très difficile, pour là encore vous répondre, de faire preuve de volonté. C'est-à-dire que c'est très difficile de choisir, de s'arrêter, de désirer, d'avoir une prise en fait sur cet univers pulsionnel. On ne contrôle pas tout. Comme nos fantasmes, en quelque sorte. Les fantasmes, en réalité, ce sont des représentants, ce sont des images de notre vie pulsionnelle. Ce sont en somme les scénarios que nous articulons à partir de cette vie physiologique. Je vais garder ce terme qui dérangera certains, mais de physiologique, qui naît dans le corps. D'accord. Et donc à l'inverse, si on n'est pas responsable de nos pulsions pour quelqu'un, on n'est pas responsable non plus si on n'en a pas. C'est-à-dire que si on est avec quelqu'un et qu'on a
pas du tout envie de faire l'amour avec lui, on n'y est pour rien. On est même, c'est même l'inverse. On est à ce moment-là responsable du fait de ne surtout pas aller contre son désir. Jacques Lacan, ce grand psychanalyste, avait cette formule que j'adore. Il disait: on n'est jamais autant coupable que lorsqu'on transige sur son désir. On peut pas transiger avec son désir, ni même avec son non-désir. Je trouve qu'il y a quelque chose d'une grande violence à imaginer qu'on doive se forcer pour avoir un rapport sexuel avec une personne que par ailleurs on pourrait aimer. On peut très bien être fou amoureux d'une personne, mais ne plus avoir de désir sexuel pour lui. Alors je sais qu'il y a cette idée chez certains psychanalystes qu'un couple, ça couple à tout prix, mais dans la réalité, c'est pas si simple que ça. On peut aimer une personne, l'admirer, avoir une loyauté à son égard, être énormément attaché à cette personne-là, mais ne plus avoir envie du pot à pot, de l'embrasser, d'être pénétré par cette personne. Ce sont le corps et l'esprit peuvent parfois entrer dans une conflictualité. Mais certains y trouvent leur compte. Et en même temps, on peut aussi dire qu'on n'a pas envie, on n'a plus envie, on n'a plus de pulsion, mais on peut se laisser toucher et peut-être que ça peut venir. Exactement. Parfois, ça peut se travailler. Parfois, il y a certains événements de vie, certains traumatismes, ou tout simplement une certaine routine qui va égratigner le couple, qui peut mettre en péril cette alchimie sexuelle. Auquel cas, on peut s'adresser à un thérapeute conjugal et voir s'il y a quelque chose à travailler. Mais il y a aussi des couples qui fonctionnent comme ça, qui sont en couple, qui partent en vacances ensemble, qui vivent ensemble, mais qui couchent ailleurs en fait. Freud avait cette formule magnifique, il disait certaines personnes ne peuvent aimer là où elles désirent, ne peuvent désirer là où elles aiment. Ça arrive, c'est une chose qui arrive, et seul un jugement social, moral, judéo-chrétien pourrait en fait rendre les choses plus compliquées. Oui, mais là où ça se complique, si je puis dire, c'est que à ce moment-là, si on n'a plus envie de son partenaire, ce que je peux tout à fait comprendre, et on peut se respecter et de ne plus faire l'amour, mais à ce moment-là, il faut le laisser libre d'aller assouvir sa pulsion ailleurs. Exactement. C'est toute la question de la morale, là. Et du langage, plutôt. D'inscrire ça dans un langage. Et de considérer qu'on peut aussi créer ses propres normes conjugales dans la mesure où on respecte le consentement de l'autre et qu'on ne blesse pas l'autre. Et je crois que c'est un petit peu aujourd'hui certaines voix qui se font entendre autour de la question de la sexualité. C'est pouvoir inventer son propre langage amoureux et sexuel. Oui, mais l'infidélité reste encore la première cause de séparation. Donc on voit que c'est pas si simple. Il y a encore un chemin à faire entre la morale d'antan et cette morale d'aujourd'hui que certains en effet essayent d'installer. Mais est-ce qu'on est encore infidèle quand la personne sait? Quand la personne est d'accord, ou quand la personne sait que voilà, qu'elle est très 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 attachée et que pour rien au monde elle ne se séparerait de l'autre, mais qu'elle la laisse jouir ailleurs, cette question de la jouissance ailleurs. Oui, mais ça c'est quelque chose que je peux entendre de votre bouche, mais je l'entends pas beaucoup de la part des auditeurs, parce que quoi qu'on en dise, il y a quelque chose de l'ordre de la possession quand même. Quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est mon mari, c'est ma femme, et donc on n'a pas spécialement envie que il ou elle aille voir ailleurs. Bien sûr, et chaque couple est singulier et construit sa propre histoire, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas de règles fermes, mais je formule juste le fait que finalement les choses sont possibles et qu'il peut y avoir de la créativité aussi dans la manière de faire couple. Bien sûr, c'est ce dont on va voir pendant ces 2 heures. Et alors, quelle différence vous faites entre le désir et la pulsion? Ça, c'est une question beaucoup plus difficile. Vous avez 2 heures. Oh là là, quand vous m'avez invité, j'ai songé à cette question et j'ai vu tous les affrontements qu'il y avait pu avoir sur la question du désir. Le désir, c'est ce qu'on fait du manque. Nous avons tous un manque qui nous met au monde. On vient au monde inachevé. On est une des seules espèces d'ailleurs animales qui n'est inachevé. C'est ce vers quoi on tend. C'est l'horizon en fait de notre humanité. Et ça se dérobe toujours. On manque parfois d'aussi près que possible ce dont on désire pour pouvoir le relancer. Le désir, c'est ce qui nous maintient en vie. Et ça concerne pas forcément d'ailleurs la sexualité. Oui, si on n'a plus aucun désir, finalement, à quoi ça sert de vivre? Alors là, par contre, on est mort. Ça, je vous le confirme. Ça, c'est la mort psychique. Vous avez tout à fait raison. D'où les grandes dépressifs qui ne sont absolument plus dans le désir, etc., évidemment. Bon, en tout cas, c'est Valérie qui va être avec nous dans un instant. Et puis, on va essayer de comprendre tout ça. Pulsion, amour, désir, sexualité, que sais-je encore. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et vous pouvez bien sûr venir nous rejoindre pour évoquer les différentes facettes du désir. Et c'est Valérie qui commence avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous Valérie. Avec plaisir. Donc votre désir, vous dites qu'il a évolué avec l'âge, ce qui est assez souvent le cas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Suivant les expériences, suivant avec les personnes avec lesquelles on est, voilà. L'expérience. L'expérience, mais c'est-à-dire, vous êtes dans un désir plus construit, vous diriez, moins brut?
Plus mental, moins, je sais pas. Je sais pas, plus dans le. Je veux profiter. Plus dans le. Voilà, Ah oui, donc ça veut dire que vous autoriseriez plus facilement vos envies que quand vous étiez plus jeune. C'est difficile de mettre des mots sur le désir. Hein. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ça voudrait dire ça? Vous êtes plus à l'aise avec vos envies? Oui, plus ouais, le temps qui passe et puis envie de profiter, de s'amuser. Et c'est quoi pour vous profiter, s'amuser? Dites-nous en plus. Prendre du temps, passer du temps. Plus de sensualité? Oui, aussi. Peut-être aussi que vous arrivez mieux à dire ce que vous avez envie et à moins être dans le désir de l'autre, justement. Non, les deux. Les deux? Oui. Il y a quelque chose qui vous inquiète? Non. Bon. non, du tout. Par contre, à la rigueur, j'ai peut-être une question. Moi, au niveau des pulsions, j'ai pas de pulsion spéciale, sauf de mordre. Quand je suis, voilà, j'ai parfois. Vous êtes une chienne, quoi. Envie de mordre. Je dirais pas ça. Non, c'est une pulsion, c'est envie de mordre. À quel moment, quand vous êtes vraiment dans le feu de l'action, c'est ça? Non. Au début? Je sais pas, un sentiment qui sort et puis ça peut être à tout moment. Et alors, où est-ce que vous mordez? La peau. Oui, bien sûr. Épaules, les épaules, ce que vous avez sous les dents. Voilà. C'est assez fréquent, hein. C'est pas quelque chose de totalement inhabituel, hein, Valérie. Ça vous arrive de mordre trop fort, de blesser votre partenaire, selon vous? Non, parce qu'il aime vraiment pas ça, donc. Ah, il aime pas ça. Je fais juste, je mime, je mords l'oreiller ou ce que j'ai sous la main pour voilà. Je vais vous envoyer un de mes os pour les mes chiens. Comme ça, quand vous avez envie de mordre, vous pourrez mordre l'os en pleine dent. Parce que c'est difficile hein, de réfréner une envie justement comme ça qui est très animale. Hein. Ah bah oui. Une pulsion. Je parlais tout à l'heure dans mon introduction de ces pulsions alimentaires du sein. Bah là, nous sommes effectivement dans cette pulsion orale. Mais oui, la difficulté là, c'est qu'effectivement, il faut que le partenaire puisse s'accepter, accueillir votre fantasme. Et c'est ça le plus difficile, je pense. Oh, je n'appellerais pas ça un fantasme. Hein. C'est une réalité. Un réflexe, vous voulez dire un réflexe instinctif. Oui, voilà, plutôt oui. Bon, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez lui acheter un gilet doudoune sans manches. Et comme ça, vous pourrez mordre le gilet doudoune sans manches quand vous faites l'amour avec lui. Comme il a toujours chaud, il sera ravi. Ah bah il faut qu'il choisisse hein, des marques ou un peu chaud quand vous faites l'amour. Non, pragmatique, approche pragmatique ou un bâillon, voilà, dans un cadre plus BDSM, pourquoi pas? On n'a pas, pourquoi pas? Non, mais vous pourriez trouver une petite astuce que vous mettriez sur son corps pour que vous puissiez le mordre. Sans que ça le gêne, parce qu'en même temps, il n'y a pas question non plus de... Oui, tout à fait, non. Mais... Qu'est-ce qu'il en dit? Ah non, mais il n'aime pas du tout ça, hein, c'est... Non, je le fais, je le mords, je vous dis, je mords, si j'ai envie de mordre, je mords un oreiller, sinon il n'a pas envie d'avoir mal, enfin, c'est... Et moi, j'ai pas envie de lui faire mal, hein, je sais pas, c'est comme ça, c'est animal, en fait. Instinctif. Oui, mais... quelque part, comme je vous le dis, hein, c'est pas quelque chose de spécialement rare, hein, et ça se comprend tout à fait. Et c'est plutôt d'ailleurs une preuve d'amour. Hein. Vous avez envie de le dévorer. De l'avaler. Pour moi, c'est lié, oui. Oui. Pour moi, c'est lié. C'est à des moments forts où quand vous êtes vraiment très proche de lui, que vous êtes tellement proche que vous voulez vous en prendre un petit morceau. C'est ça. C'est ça. Après, le désir aussi, pour moi. Il n'est pas forcément de l'esthétique, de la beauté de la personne. Enfin, voilà, il y a plusieurs beautés. Mais l'hygiène, par contre, est hyper importante pour moi. Donc, votre sens olfactif est très développé. Voilà. Oui. Ça, pour moi, voilà. C'est rébarbatif pour moi si l'autre, au niveau hygiène, sent pas bon.
Ou la Mais- douche, et voilà. Oui, vous dites sent pas bon ou bien vous avez besoin qu'il y ait même du parfum, quelque chose qui vous laisse à penser qu'il a pris soin de lui? Parce que c'est pas Oui, tout à voilà, fait la oui, même aussi. chose. Vous Oui, êtes- aussi. Tout à Oui, fait. c'est ça. Vous avez vraiment besoin de sentir que c'est quelqu'un qui vient de prendre sa douche. Oui. Mhm. Sinon, c'est du dégoût. Pas du dégoût, mais c'est se négliger, je sais pas, c'est quand même pas du dégoût, parce qu'à partir du moment, Non, mais quelqu'un qui sentirait mauvais, ça provoquerait du dégoût chez vous, j'imagine. oui, voilà, à forte dose, oui. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, Mais bien est-ce sûr, que- même pas, j'imaginerais qu'en fait. Même pas en rêve, hein. Non, même pas en rêve, même pas en physique, même pas Oui. tout court. Mais est-ce que durant le rapport, il y a forcément des odeurs qui apparaissent? Est-ce que celle-là, elle vous dérange ou pas? Non, du tout. Donc on est bien d'accord, c'est bien le début on commence aseptisé et ensuite on devient On mord, des animaux, on croque. on mord, on sent, on se renifle. Oui, d'accord. Oui, oui. Ce qu'on appelle un peu le doudou du bébé, hein, qui sent, qui est mâchonné, oui, chacun son doudou, chacun son objet transitionnel pour adulte. Oui. Mais tout ça laisse quand même à penser que ça va assez bien du côté de votre libido, hein, Valérie. Ça Oui, je fonctionne pense, bien. oui. Hein, ça, Oui, je pense, oui. Bravo. ça démarre lentement, mais quand ça démarre, ça démarre. Hein. Oui, je crois. Et visiblement, vous vous autorisez aujourd'hui à reconnaître que vous aimez mordre, ce que vous n'auriez peut-être pas fait il y a 20 ans. Non, j'ai toujours eu cette... Vous avez toujours eu cette Pulsion, oui. pulsion? Oui, oui. Bon. Et votre maman, elle se plaignait que quand vous preniez le sein, ou vous n'avez peut-être pas pris le sein d'ailleurs, j'en sais Ici, rien. elle m'a allaitée, mais non, elle n'a pas du tout de souvenirs négatifs à ce niveau-là. D'accord. Non, moi j'ai été mordue à la joue petite, hein, Elle mais était sûre. par un chien, mais rien à voir. Ah, vous croyez qu'il n'y a rien à voir? Je sais pas, effectivement. Vous avez Ouais. besoin de nous dire qu'il n'y a pas de rapport. C'est plutôt curieux. S'il n'y en avait pas, vous n'auriez pas besoin de le dire. Ah. Et vous ne l'auriez peut-être même pas signalé, vous Exactement. voyez? Parfois dans la sexualité, et ça je pense que c'est une chose importante que nos auditeurs doivent entendre, c'est que parfois dans la sexualité on rejoue, on répare des choses de l'enfance. La sexualité est un théâtre. Oui. Eh oui, comme quoi, hein, Jouons jouons, absolument. Jouons à nous réparer. Bon, et tant que vous n'aboyez pas, Valérie, tout va bien. Encore que le commentaire. pup play, le dog training et le pup play est à la mode, alors pourquoi Oui, pas? bon. Merci en tout cas de cet échange, Valérie. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause. On retrouve exceptionnellement lundi Philippe Breneau qui va nous parler d'une après-midi pour le couple. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Doc, on ne le présente plus. Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue, sexologue, éditeur, auteur. Qu'est-ce que Merci, je peux Brigitte. Qu'est-ce que je peux ajouter Bon, rien, c'est pas. Non, mais c'est vrai, c'est toujours intéressant de vous écouter en tout cas. Et vous allez nous parler d'un après-midi pour le couple, la sieste Eh bien, oui, voilà, la sieste peut-être. crapuleuse. Moi, je dirais que le couple vaut bien un après-midi. Rien qu'un après-midi, ou bien plus qu'un après-midi. Alors, c'est ce que propose, dans mon pays, les Pyrénées, moi je suis un Bernais, ce que propose à Tarbes, samedi prochain, c'est le 22 octobre, pour la 2e année consécutive, une association très intéressante qui s'appelle À nous deux le couple, qui a été fondée par Anne-Marie Votzfeld, qui est à la fois thérapeute de couple et sexologue, et d'une certaine façon, le terme de son association, À nous deux le couple, c'est vraiment prendre le couple à bras le corps, hein, et c'est très vrai que les thérapeutes de couple le savent, il y a un accompagnement, mais on doit quelquefois prendre à bras le corps le couple. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette initiative qui est de vivre un après-midi de réflexion sur le couple. C'est-à-dire les auditeurs qui viennent là, c'est une réflexion sur son couple. Alors je reviens un petit peu sur une notion que j'ai
quelquefois écrites. Je voudrais revenir sur une notion que j'appelle l'incertitude conjugale. Alors couple, le mot est sur toutes les bouches, il est surtout dans tous les esprits, car il interroge aujourd'hui. Depuis quelques décennies, la notion de couple a profondément changé, en passant du mariage à vie au couple intermittent et aux tranches de vie. Aujourd'hui, effectivement, avec les plus jeunes générations, souvent dans plusieurs tranches de vie. Le taux de divorce était extrêmement faible au milieu du XXe siècle, 1950. Il a profondément augmenté, on le voit très bien, il y a une cassure en 64, 66, et surtout, à partir de 1975, la loi du 11 juillet 1975 qui instaure le divorce par consentement mutuel. Ça a transformé les choses. Aujourd'hui, et quand on regarde à long terme, parce qu'il n'y a pas de vraies statistiques, c'est très compliqué, puisqu'il faudrait cumuler tous les couples de toutes les générations, mais environ 50%, un petit peu moins de 50% des mariages se terminent par un divorce. Mais il faut quand même ajouter que le nombre des mariages est historiquement très faible. Oui, absolument. C'est-à-dire une très grande majorité des couples vivent en union libre, ce qu'on appelle les unions de fait. C'est un état de fait, on est ensemble. Et on va cesser cette union ou la reprendre, ça va être très instable. Ça amène cette incertitude conjugale, eh bien, va amener quelque chose de très compliqué et de très angoissant. Cette fragilité, cette grande fragilité du lien social qui est au-delà de l'attachement et du sentiment amoureux, qui contribue à la fragile incertitude conjugale, eh bien, se nourrit des tensions naturelles à l'interaction à deux. Là, j'insiste pour les auditeurs, ce sont des tensions naturelles. C'est normal qu'il y ait des tensions dans le couple, quelle que soit la génération, des plus âgés aux plus jeunes. Alors moi, je réitère cette affirmation que je sais solide. Vous me l'avez entendu plusieurs fois, Brigitte, mais je crois qu'elle est importante. Le couple est aujourd'hui le premier objet d'angoisse de nos contemporains. Avec cette question, et tous les psys le savent, c'est-à-dire que même si je viens pour une autre raison, je vois combien il y a ce terme qui est important. Et vous voulez dire que le couple est donc une raison de provoquer des angoisses. C'était pas le cas avant ? Non. Lorsqu'on est dans un mariage à vie, en définitive, il y a même cette tranquillité du couple. Cette sécurité, oui. Cette sécurité. C'est-à-dire c'est la peur que l'autre nous quitte ou nous demande le divorce qui crée cette angoisse. Mais oui, parce que le couple, aujourd'hui, le premier objet d'angoisse de nos contemporains, il y a une question sous-jacente qui est vraiment tout le temps la même, quel que soit l'âge de la vie, presque. C'est vais-je mourir seul ? On meurt seul, de toute façon, même si on est en couple. Oh, non. Si. Oh, oui, écoutez, dans l'absolu. Philippe, avec Brigitte. Oui. Je suis d'accord dans l'absolu, bien sûr. Oui. Mais l'accompagnement... Donc c'est une illusion de croire que parce qu'on est en couple... C'est une réalité aussi de la plupart des gens. Mais bien sûr, dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord. Dans le vécu, l'accompagnement, même dans des moments très compliqués de la fin de la vie, c'est pas tout à fait pareil d'être seul, d'être totalement seul, de pas avoir de famille, de pas avoir de conjoint éventuellement. Si on se met en couple pour ne pas mourir seul, franchement... C'est peut-être pas de cette façon-là. Alors on va le dire autrement. Je veux dire, vais-je vieillir seul ? Il y a ce terme-là, c'est beaucoup dit. Peut-être vieillir seul, c'est plus facilement. Allez, je l'entends plus. Je suis conciliant. Car au moment de la rencontre. Conciliant, non mais Philippe, enfin. Si, je suis conciliant là sur ce qu'on vient de dire. Car au moment de la rencontre, Brigitte, que ça soit à 20 ans, que ça soit à 30, à 50 ou plus, mais c'est évident qu'à chaque fois, c'est pour la vie. Oui, pour la majorité des gens. Non, mais là où dans le moment du tomber sur le coup, quand on est amoureux, on croit que c'est pour la vie. Quand on est jeune, après, au bout de quelques histoires, on finit par. Il y en a qui continuent à le croire. Oui. Ce décalage entre la certitude que confère le sentiment amoureux et la réalité de l'évolution conjugale, il y a un hiatus. Ça va amener beaucoup de très jeunes couples, on le voit, qui aujourd'hui entament une réflexion. Ils savent très bien, ils parlent entre eux, ils savent la fragilité du lien. Alors comme vous le dites, des très jeunes couples pensent que c'est possible qu'ils se séparent. Et ils vont très souvent solidifier. Il y en a qui font des stages de ceci ou de cela pour arriver à mieux s'entendre dans le couple. Ça nécessite des pistes de réflexion pour solidifier, moi, ce que j'appellerais l'intelligence du couple. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui ont traversé la vie
en ayant passé des crises, il y a eu une intelligence de la crise qui leur a permis de dépasser les périodes critiques qui surviennent, je veux le répéter pour les auditeurs, qui surviennent naturellement dans la vie d'un couple. Il est normal qu'il y ait des crises dans un couple. Il ne faut pas jeter le couple à la première crise. Bien sûr. Et c'est malheureusement souvent le cas. De plus en plus. Parce que ça se voit. Les jeunes couples, après, au bout de... Voilà, on l'a dit souvent, que c'était sur le modèle. Qu'est-ce que sont nos modèles? Les séries américaine, entre guillemets, eh bien on voit très bien, il y a une difficulté et le couple se sépare. Alors cet après-midi du couple, initié par cette association, moi je crois que c'est une très belle réflexion sur soi, sur la dynamique de l'interaction pour tout un tas de gens qui sont à la fois en difficulté, parce que il y a aussi une autre notion que je voudrais rajouter, c'est que le couple, ça s'apprend. Et d'ailleurs, s'il y a des tranches de vie, il y a beaucoup de couples qui le disent. Dans mes premiers couples, c'était pas quelque chose de très simple. Et maintenant, on a appris, et notre couple fonctionne d'une autre façon. Alors, l'idée dans cet après-midi du couple, où on est 3 intervenants, puisque j'en fais partie. Il y a Gérard Ribes, Régent Tremblay qui est un grand sociologue et sexologue, qui parlera du couple confronté au dysfonctionnement sexuel, parce que qu'il y ait une difficulté sexuelle première, ou du fait des tensions, qu'elle soit seconde, il y en a presque tout le temps. C'est-à-dire que sinon, il y a effectivement une mise à distance de la sexualité. Le couple est une révolution permanente, et c'est de cela dont on parlera. Mais moi, je voudrais surtout, pour ceux qui sont dans la région, qui sont à Tarbes, d'abord, je voudrais aussi remercier, parce que j'essaie d'aider cette petite association, et c'est très vrai que je voudrais remercier aussi la mairie de Tarbes. Il y a aussi une volonté municipale, quelquefois, qui aide à ce qu'une réunion comme ça se fait dans les locaux de la mairie, mais cette initiative, une après-midi pour réfléchir une fois par an, moi je lance un petit peu l'idée, il peut y en avoir dans d'autres régions, qui est un appel à ce qu'il y ait, comme il y a des cafés sexos, mais qui est pourquoi pas des après-midi du couple. Là ici ça se passera à Tarbes samedi, que ça se passe dans d'autres régions. C'est toujours quelque chose qui va permettre aux gens de réfléchir sur le moment. Il y en a qui n'iront jamais voir un thérapeute. Il y a qui vont s'informer, qui feront peut-être un peu de bibliothérapie, ils vont lire. Il y en a d'autres, tiens, ça leur donnera une idée, ils vont peut-être oser se faire accompagner pendant un temps. Mais je crois qu'on a besoin d'être accompagné pour aboutir à l'intelligence du couple dont on parlait. Mmh. Moi, j'aime bien dire que c'est un parcours initiatique, le couple. Et au bout de combien de couples l'initiation est-elle réussie? Écoutez, au moment où on s'en va, définitivement. Mais c'est très vrai qu'il y a un côté initiatique, parce que et ça revient sur l'idée que le couple, ça s'apprend. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, l'autre, notre partenaire, il nous renvoie à des zones de chez nous, qu'on n'avait pas envie de voir. Ouais. Moi, ça m'amuse toujours beaucoup dans la soi-disant spiritualité. Vous savez, il y a des grands spirituels, mais qui n'ont jamais vécu en couple. Et pour moi, c'est une ineptie, parce que il y a rien de plus laser que le couple. Et puis ça grandit, ça évolue. Pour moi, un couple, c'est un organisme vivant qui mute, qui a de véritables phases. On peut avoir des relations conjugales qui vont complètement être révolutionnées, changer et perdre à tout jamais ce qui avait été la relation d'avant. Et puis après, il y a autre chose. Et Samy, moi je suis d'accord avec vous, j'aime beaucoup ce terme d'incertitude que vous utilisez, que je trouve très beau. L'adage dit qu'un couple qui ne se dispute pas est un couple où l'un des deux a renoncé. On pourrait l'affiner et dire un couple qui n'est pas incertain et qui ne remet pas en cause sa pensée et ce qu'il vit. Sinon, c'est une routine mortifère. Cela étant, je suis quand même d'accord avec Brigitte quand elle a réagi sur la question de la mort. Je pense pas qu'aujourd'hui l'angoisse principale ce soit celle de perdre l'autre. Je pense que c'est celle de perdre son corps. Je suis très fidèle à la pensée de l'anthropologue David Le Breton, qui dit que l'objet favori de notre modernité, c'est le corps, qu'on est crispé à notre corps parce qu'on a complètement déserté le sens de notre spiritualité, du politique, du religion. Enfin, il y a quelque chose où on s'agrippe à notre corps, à notre destinée individuelle. Donc là, par contre, j'étais plus d'accord avec Brigitte. On a peur de mourir tout court, bien avant d'avoir peur de mourir seul. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est évident. Je suis tout à fait d'accord avec Brigitte. Non, mais entièrement d'accord, c'est vrai.
Bon, eh ben, bon après-midi Bon après-midi. de couple. C'est à Tarbes le samedi 22 octobre, c'est-à-dire ce samedi de 14 à 18h. Si vous êtes dans la région, eh bien, allez assister à ces Et c'est réflexions libre et sur le gratuit. couple. Voilà. Ce sera une belle manière C'est de utile. faire grandir votre Ouais. couple. Merci À beaucoup bientôt, Philippe Brigitte. Bourneau, à très vite. Tout de suite, Marie va répondre à 3 questions intimes et vous pourrez en poser une à Samuel Doc. Alors première question, Marie, est-ce que vous aimez griffer, mordre comme Valérie ou pas dans un rapport sexuel? Alors, bonjour. En effet, moi, il m'arrive quelquefois de mordre et au départ, je n'étais pas forcément d'accord avec l'idée que vous évoquiez et parce que moi, et vous l'avez évoqué à la fin, en fait, c'est le fait d'avoir un sentiment d'amour, comme si on voulait dévorer la personne. Et Bien sûr. moi, c'est plus ça, mais c'est mordiller. Je dirais plus que je mordille que je ne mords. Oui, mais le problème, bien sûr, mais le problème c'est que quand on mordit comme ça, si tout d'un coup c'est un peu plus intense, on va mordre quand même relativement plus fort que ce qu'on pense. Hein. Ouais, peut-être. Alors après, peut-être que moi, je suis peut-être trop dans dans le contrôle, mais du coup, je sais que j'essaie toujours de faire attention. Ah pour bah que oui, ce soit mais donc plus là agréable vous vous laissez pas envahir par votre pulsion. Il reste ouais. un petit peu de vigilance. Et vous mordillez quoi? Plutôt la peau au niveau des bras ou sinon le lobe d'oreille. D'accord. Oh là là, Précis. il va pouvoir mettre Précis. des boucles d'oreilles. Non, il n'en a pas. Bon, deuxième question. Quelle est pour vous la durée idéale du coït, Marie? À partir du moment où il y a la pénétration ou en Absolument. À partir du moment où il y a la pénétration. Je ne vais pas demander le temps des préliminaires. Je demande le temps du coït, juste le coït. Moi, je dirais 25-30 minutes. Ah, quand Entre même. 20 et 30 minutes, ouais. D'accord. Ça, c'est déjà pas mal. Et il tient? Oui. Bon, eh ben, gardez-le. Oui, je pense que j'ai trouvé une petite perle. Je n'en doute point. Et dernière question. Quelle serait pour vous la partie du corps de l'homme que vous préférez? Enfin, quelle est d'ailleurs? Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce conditionnel. Alors, c'est assez particulier parce que j'aime, on va dire, au-delà du physique, j'aime le regard, l'intensité du regard. Mais après, dans le corps, j'aime bien le buste. Le torse? Voilà, le torse. Oui, avec des épaules bien marquées et des pectoraux dans lesquels on peut mordre. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, à vous de poser une question, Marie. Moi, je voulais savoir si... c'est peut-être pas trop en adéquation avec votre thématique, mais c'est surtout savoir si c'est normal de ne pas avoir spécialement de fantasmes. C'est la question que vous. Ah, c'est la question que je. Oui, bien sûr, c'est la question à laquelle je dois répondre. C'est pas. C'est vrai que c'est une thématique qui est aujourd'hui qui est beaucoup étudiée, hein, cette question de l'absence de fantasme et même voire de l'absence de vie de vie sexuelle tout court. Moi, j'aime pas le terme de normal, pas normal. Je crois que chacun compose comme il peut avec son humanité. Cependant, je crois qu'en réalité, c'est une question de définition. Je crois qu'on échappe très très difficilement au fantasme. Le fantasme, c'est une manière de se représenter le corps de l'autre, l'interaction avec l'autre. On ne rentre jamais directement en collision, en contact avec l'autre. Il y a toujours une image, il y a toujours un langage qui vient se constituer. Vous voyez, on n'échappe pas si facilement au fantasme. Alors après, c'est vrai par contre que si on regarde une certaine presse féminine, on s'imagine que le fantasme, ça va être de faire l'amour, je sais pas, dans un bateau ou dans une certaine tenue ou quoi. Ça, à la limite, ce sont des choses qui peuvent échapper. Mais il y a toujours une manière de se représenter le sexuel. On se représente toujours le sexuel. On n'est jamais directement plongé dans la chair de l'autre, dans ses atomes, ses cellules, sa peau. Mais là où vous avez raison, Samuel, c'est qu'on parle souvent du fantasme comme un truc très précis, énorme, etc. Mais vous voyez, Marie, on vient de recevoir le catalogue des pompiers. Ils sont super beaux, musclés et tout. Ben, simplement de regarder le catalogue, on peut avoir le fantasme de dire tiens, quand même, un beau mec comme ça, pourquoi pas? Vous voyez, ça va pas plus loin, mais c'est déjà une pensée fantasmatique. Si vous dites et ça, je suis sûre que vous en avez forcément. Oui, en fait, moi je me disais, ce serait plus des désirs que le fantasme. Moi, je m'imagine quelque chose qu'on a envie de réaliser et avec un objectif. Non, mais un désir fugace qui est juste comme ça, de dire c'est déjà un fantasme. D'accord. Vous voyez, donc vous en avez forcément.
C'est la mise en mots et la mise en image d'une envie. Et ça n'appartient pas forcément à un scénario extrêmement structuré. C'est simplement une manière de dire j'ai envie de quelque chose. Et rien que dans votre ouverture tout à l'heure, lorsque vous commenciez à parler de ce plaisir de mordiller, vous avez choisi le mot mordiller. Et bien déjà là, il y avait une consonance, vous voyez, érotique qui était présente. Il y avait déjà un premier pas vers le corps de l'autre qui passait par le langage. On n'échappe pas au fantasme. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Ouais, Merci à vous, Marie. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Sandrine qui justement n'a plus de désir pour son compagnon, mais a toujours de l'affection et elle a envie d'en parler avec nous. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, psychologue clinicien avec qui on évoque le désir et l'amour. Et Sandrine, justement, c'est pas toujours simple à concilier. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Samuel Bock. Bonjour Sandrine. Bonjour. Écoutez, j'ai entendu votre thématique tout à l'heure et ça m'a interpellée parce que je vis ça depuis quelques années. Je n'ai plus du tout de désir pour mon conjoint. Et ça crée des tensions dans notre couple, évidemment. Il y a eu un élément déclencheur, c'est que nous avons eu une petite fille sur le tard. J'avais 46 ans quand je l'ai eue. Oui. Et lui en avait 50. Et bon, ça a été très compliqué, la naissance de ma fille, parce qu'elle dormait très peu. Ensuite, il y a eu des problèmes qui se sont greffés, elle a dû être opérée. Bref, on a eu des soucis autour de sa naissance. Et si vous voulez, je me suis sentie très seule. Et vous voulez dire qu'il vous a pas accompagné dans votre souffrance ? Non, je me suis pas sentie épaulée du tout. Je me suis sentie très seule. J'ai été très déçue. J'ai eu beaucoup de colère que j'ai payée, je pense, physiquement, puisque j'ai dû subir une ablation du sein. Et je pense que cette colère était liée. Et puis, voilà. Et depuis... Vous voulez dire que vous n'avez pas su l'exprimer, cette colère ? Je l'ai exprimé, mais comme j'avais la tête un peu dans le guidon, si vous voulez, peut-être que je ne l'ai pas exprimé comme avec suffisamment de recul. Et voilà, et j'ai pas été entendue. J'ai pas été entendue. Je ne sais pas si je l'ai exprimé suffisamment clairement, parce que je vivais un véritable tsunami. Et voilà. En tout cas, vous mettez le fait de ne plus le désirer parce qu'il n'a pas pu vous épauler à un moment difficile de votre vie. Oui, il y a eu plusieurs de nombreux événements, si vous voulez, où il était dans la fuite, ça lui faisait peur, ce que je peux comprendre maintenant avec le recul. Mais alors, je pense que c'est ça. Et pourtant, Sandrine, vous me dites que vous continuez à l'aimer. J'ai du mal à discerner, si vous voulez, la différence, parce que bon, c'est le père de ma fille. C'est quelqu'un que je. D'accord, mais est-ce que vous l'aimez au fond? Est-ce que vous l'aimez? Je ne sais pas ce que ça veut dire aimer. Je ne sais pas ce que ça veut dire aimer. Vous voyez, parce que moi j'ai quand même l'impression que le refus de faire l'amour avec lui serait plus une punition si vous l'aimiez encore, et puis si vous l'aimez plus, que vous ne le désiriez plus, ça n'aurait pas tellement enfin, ce serait pas très étonnant. Oui, je ne sais pas. Vous êtes perdu. Oui, je ne sais pas ce que c'est ne pas aimer, parce que je pense que j'ai un profond amour. Oui. Je pense que j'ai un profond amour pour les autres, pour mon conjoint. Je ne fais pas de différence. C'est un peu un amour universel que j'ai. Oui, mais je vous écoute. Est-ce que vous avez de l'amour pour vous-même déjà? Parce
Parce que je me demande comment vous... Après, je pense que c'est la bonne question, puisque quand vous décrivez les épreuves qui vous ont marqué, je me dis que tout à coup, votre corps vient à rappeler son étrangeté. Et il est très très difficile d'aller vers le corps de l'autre quand on n'habite pas son propre corps, quand on est confronté à l'étrangeté de son propre corps. Donc, corps dont la représentation se construit aussi avec toutes nos premières expériences affectives, le lien avec nos parents, les premiers soins. Prendre soin de soi, c'est nécessaire avant de pouvoir prendre soin de l'autre et aller vers l'autre. Est-ce que ça fait écho ce que je vous dis ? Pendant cette période, vous mettez le doigt sur quelque chose qui me parle, qui fait écho chez moi. Pendant cette période, j'ai fait abstraction totale de moi-même parce que je n'ai pas pu faire autrement. Oui. J'étais prise par le temps. Vous aviez eu déjà un enfant avant cette petite fille, non ? Non. D'accord. Non. J'ai eu une grossesse idyllique et si vous voulez, après à sa naissance, elle a passé 4 ans sans dormir, donc je me levais 5 à 6 fois par nuit. J'étais dans un état d'épuisement et de fatigue nerveuse. Est-ce que vous aviez eu un beau modèle de ce que c'est qu'être mère ou pas ? Un beau modèle, vous parlez de mes parents ? De votre maman. Est-ce que votre maman était une bonne maman et que vous aviez donc un beau modèle ? Oui, j'ai eu une bonne maman qui s'est bien occupée de moi. Et aujourd'hui, est-ce que vous ressentez, au-delà de votre mari, est-ce que vous ressentez des pulsions sexuelles ? Est-ce que vous sentez un manque de ce côté-là ? Est-ce que vous vous sentez érotisé ? Voilà, c'est ça. C'est pas votre mari dont il est question, c'est de vous et de la manière que vous avez de cohabiter avec votre propre corps et vos propres désirs. C'est ici qu'il y a un problème. Aujourd'hui, si vous voulez, je sors d'un tunnel et aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, de faire des choses que j'aime. Et je ne peux pas m'occuper de mon conjoint. Elle a quel âge, votre fille, aujourd'hui ? Elle vient d'avoir 6 ans. Donc ça fait 6 ans, finalement, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Oui. Je crois qu'on peut quand même comprendre là que cette naissance a provoqué un tsunami chez vous. Oui. Et il faudrait en comprendre le pourquoi. Avant même d'imaginer retrouver une sexualité avec votre mari, avant même de parler de l'amour pour votre mari, je crois qu'il faut déjà comprendre pourquoi ça a été un tel choc. Alors on comprend bien que vous attendiez pas à cette grossesse, on peut comprendre... Ah si, je l'attendais avec impatience justement, je l'attendais, je m'y attendais plus justement. Ça a été un petit miracle que j'ai un enfant à 46 ans. Oui, j'ai bien compris. Voilà. J'avais bien compris ça, mais je veux dire, c'est pas un enfant que vous avez désiré, c'est un enfant qui arrive comme par miracle. Et qui, quelque part, a certainement, vous voyez, déstabilisé votre psychisme. Oui. Vous voyez, ça a été tellement incroyable, miraculeux, que quelque part, il y a quelque chose qui bouscule trop, quoi. Mais attention à ne pas vous laisser absorber par ce miracle. C'est-à-dire que j'entends que vous avez déployé et dirigé toute votre énergie psychique vers votre enfant. Il va falloir que cette énergie psychique-là, à un moment, puisse aller vers ailleurs. Je dis même pas forcément vers votre mari, mais il va falloir effectivement penser à vous et au moins vers vous. Oui. Et de la même manière, vous dites que vous ne pouvez pas parler à votre mari, vous ne pouviez pas. Maintenant, vous pouvez. Et il existe aussi des espaces pour reconstituer votre parole auprès de Alors, on va vous retrouver après les infos, Sandrine, parce que je crois qu'il y a vraiment des choses à dire, parce que vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. La naissance d'un enfant peut parfois, en effet, couper complètement la sexualité. La petite devinette du jour, que signifie SMS en langage sexuel ? Samuel Doc, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. On retrouve Sandrine tout de suite après, parce qu'en effet, la libido, elle est parfois mise à mal quand on devient maman. Et puis, vous avez envie de parler de vos désirs, de vos pulsions ou de vos no-désirs. 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer le désir ou le non-désir pour son partenaire en compagnie de Samuel Doc, psychologue clinicien et auteur de ce livre « Les chemins de la thérapie » aux éditions Flammarion, dans lequel vous expliquez justement à quoi ça peut mener une thérapie, parce que il ne faut pas en attendre non plus des miracles. Alors, avant de reprendre Sandrine, la petite réponse à ma devinette, ça signifie quoi SMS en langage sexuel ? J'ai pensé à suce-moi sauvagement ou sodomise-moi sauvagement, mais je suis sûr que c'est pas ça. C'est pas mal, mais c'est encore plus simple. Suce mon sexe, tout simplement. Oui.
Trop sauvage. Je vais trop coquin. Pourquoi aller chercher aussi loin? Alors Sandrine, on a compris donc un arrêt de votre libido après la naissance de votre fille, ce qui est tout à fait compréhensible, sauf que maintenant elle a 6 ans et qu'il faudrait voir comment vous pouvez vous remettre dans le désir. Est-ce que vous avez tendance à être un petit peu déprimée en ce moment? Un peu, oui. Un peu. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui a été... vous voyez, vous avez quand même, si j'ai bien compris, puisque vous m'avez parlé de cette perte du sein, donc vous avez quand même eu un cancer, vous avez eu une petite fille qui a failli mourir. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, un fond dépressif qui n'a toujours pas été vraiment diagnostiqué et qui fait que vous n'avez pas envie de grand-chose, en fait. Si, j'ai quand même des envies, mais pas de sexualité. Pas de sexualité. Après, j'ai jamais été une grande fan de sexualité non plus. Donc, voilà. Mais vous avez envie de quoi, alors? De penser à moi, de faire des choses pour moi. Déjà, faites-le déjà. Ça va redonner un petit peu de libido, quand même, de toute façon. Et puis, est-ce que vous avez encore de l'intimité avec votre compagnon, de la tendresse? Non. Il faut déjà retrouver ça. On sent en tout cas que dans votre propos qu'il y a des choses qui vous travaillent et qui mériteraient peut-être d'être travaillées avec un psychologue. Peut-être que ça vaudrait pour vous la peine de franchir le pas et de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, bien sûr. Oui. Ça vous ferait beaucoup de bien, je crois, de retrouver cette colonne vertébrale. Et puis écoutez Sandrine, si vous n'arrivez pas à parler à votre compagnon de ce que vous lui reprochez, parce qu'on l'a bien compris, écrivez ce que vous lui reprochez. Et puis vous le laissez décanter et vous relisez. Et ensuite, vous écrirez tout ce qu'il vous a apporté. Et vous essayerez toute seule de faire un petit peu le poids du positif et du négatif. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il est pas si négatif que ça. Et s'il est vraiment négatif, vous en tirerez des conclusions. Mais j'ai l'impression que y a des choses comme ça que vous n'arrivez pas à avaler, ce que je comprends, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut aussi faire la paix. Parce que sinon, c'est soi-même qu'on punit. Parce que rester avec quelqu'un pour qui on a des rancœurs, c'est quelque part garder un peu de poison en soi qui peut finalement se retourner contre nous. Ah oui, je suis bien d'accord avec vous. Donc faites ce travail. Prenez le temps d'écrire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur et que vous avez envie de lui balancer. Je vous dis pas de lui donner la lettre, mais ça va. Vous allez voir, vous allez un petit peu lâcher cette colère. Vous allez lâcher des choses. Mais je lui ai parlé, je lui ai parlé. On a eu plusieurs discussions, voilà. Mais si je lui ai parlé. Mais si vous a pas écouté ou si vous a pas entendu ou comprise, ça n'a pas suffi. Disons que oui, après il me reproche certaines choses aussi, mais oui, voilà. Et c'est comme ça qu'on en finit par se communiquer que par reproche, et c'est pas comme ça qu'on avance, vous voyez? Oui, je suis bien d'accord. Moi je suis d'accord pour les disputes, mais je suis pas d'accord pour les reproches continuels. Je suis tout à fait d'accord. Et la dispute n'exclut jamais le respect et le prendre soin. Un couple, c'est d'abord du respect et du prendre soin. Tout à fait d'accord avec vous, Brigitte. Faites ce petit travail, ça va vous faire du bien, vous verrez. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Et Sandrine, c'est le prénom du jour, puisque c'est une autre Sandrine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Samuel, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être un petit peu en votre compagnie, au téléphone. Merci Sandrine. Alors votre histoire est un peu différente et particulière, puisqu'en fait, vous habitez encore avec votre ex-compagnon, pour des raisons économiques, je suppose. Tout à fait. Et vous avez un nouveau compagnon. Oui. Et qui habite pas avec vous, j'imagine. Non, malheureusement non. Malheureusement, je ne sais pas. Mais... Et c'est compliqué pour lui d'arriver à vous faire l'amour parce qu'il ne vous sent pas totalement libre puisque vous habitez encore avec votre ex, c'est ça? Alors je vais reprendre, je vais réexpliquer la petite histoire parce que c'est effectivement un peu compliqué, enfin un peu particulier. Donc j'ai rencontré mon compagnon il y a 18 ans et on s'est rencontrés avec un mode sexuel très actif. On avait beaucoup de relations, on était on se comprenait parfaitement là-dessus, on était
franchement très bonne adéquation et on n'a jamais eu de problème pendant ces 18 dernières années sexuelles. D'ailleurs, c'était même un socle sur lequel on pouvait se retrouver quand on se disputait ou quand ça allait pas. C'était toujours le socle de la réconciliation. Donc c'était un socle dont on était très fiers et avec lequel on mettait en avant et on était un peu invincible. Et il y a eu des problèmes de vie qui ont fait que on s'est un petit peu éloigné, qu'on a été un peu déçus, chacun l'un de l'autre. Et je dois dire que du coup, il y avait moins de relations sexuelles, mais il y en avait parce que de son côté, il y avait toujours du désir et de mon côté aussi. La vie a continué son chemin et finalement, les choses qui étaient un peu plus lourdes de la vie du quotidien que je n'avais pas réussi à effacer sur des situations ponctuelles, où on s'entendait pas, a pesé un petit peu plus lourd dans la balance, ce qui a fait que nous étions un peu séparés physiquement. Il partait de plus en plus à l'extérieur, j'étais de plus en plus seule dans la maison et il est arrivé que j'ai rencontré quelqu'un. Au démarrage, c'était purement amical et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais emportée un peu dans un tourbillon et je me suis sentie attirée par cette personne et lui aussi. Alors lui, il l'a pas caché, il l'a tout de suite évoqué. Moi, j'étais plus mal à l'aise puisque j'étais avec quelqu'un et lui célibataire. Et j'ai automatiquement voulu avoir des relations sexuelles. Et je me suis heurtée un peu à un mur parce que lui, il était dans un désir, mais pas dans une possibilité de me donner ça parce que je n'étais pas libre. Et donc, dans sa tête, c'était pas possible d'avoir des relations sexuelles avec une personne pas libre. Donc, du coup, moi, j'ai plus du tout compris ce qui m'arrivait et je me suis dit, mince alors, j'ai envie, mais il veut pas, donc il ne m'aime pas, il ne veut pas être avec moi. Enfin, je comprenais pas du tout ce qui arrivait. J'ai commencé à comprendre qu'en fait, il avait un vrai désir, mais une impossibilité de le satisfaire parce qu'il était dans une relation où il se trompait lui aussi. Et que moi, j'étais plus dans une pulsion parce que est-ce que j'avais vraiment envie d'envie? Je ne savais pas. Et je me suis dit, pourquoi je le fais? Et je me suis dit, parce que j'ai l'habitude de faire ça depuis 18 ans, on se pose pas de questions et là, je fais pareil. Et donc, ça m'a mis vraiment une grosse claque et je me suis dit, calme-toi et regarde. Du coup, j'ai regardé les choses autrement, j'ai mis le côté sexuel de côté et du coup, je me suis vue avoir un vrai désir de la personne, de chaque petit morceau de lui, de chaque partie de lui. Et on est rentré dans une relation. Après, évidemment, je me suis séparée de mon compagnon actuel, mais pour des raisons effectivement financières et de logement, je suis obligée de vivre dans l'appartement dans lequel il revient aussi régulièrement. Alors aujourd'hui, là où on en est, c'est que je me suis mise à avoir énormément de désirs et de sentiments pour l'autre personne, avec qui Et par contre, je suis obligée de cohabiter avec mon ex-compagnon, avec qui là, pour le coup, la sexualité n'a pas du tout été le fer de lance de la réconciliation. C'était vraiment cassé. Je n'ai plus eu envie de lui. Je me suis mise à me sentir même mal à l'aise, un petit peu dénudée, alors que j'étais complètement impudique. Et je me suis mise à me cacher. Je ne voulais pas non plus le voir nu. Je faisais attention. Et je me suis dit, mais comment c'était avant? Et je me souvenais plus du tout de comment on faisait l'amour avant. Je n'ai plus aucun souvenir. Enfin, il y a eu carrément une ardoise effacée. Et là, je me suis dit, mince, alors, je n'avais plus rien. Donc c'est là où j'ai compris que les sentiments n'y étaient pas. Et aujourd'hui, la conclusion que je peux en faire, c'est que le désir, pour moi, au démarrage, je pense qu'il pouvait être lié à la pulsion. Je voulais aussi ajouter que mon ex-compagnon m'a beaucoup trompée et je n'ai pas compris pourquoi il faisait ça, vu qu'on était tellement épanouis sexuellement que je comprenais pas. Aujourd'hui, je me dis qu'il avait certainement des pulsions et la pulsion était mêlée au désir avec moi parce que je pense qu'il m'aimait ou qu'il m'a aimé ou qu'il m'aime encore, je ne sais pas. Et que à partir du moment où on a enlevé le désir, moi la pulsion, je l'avais plus quoi. Et je pense que l'inverse c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pulsions avec du désir, mais par contre on peut si on a une pulsion pour quelqu'un, on n'a pas forcément, ce désir n'est pas forcément là.
Et enfin, je m'exprime très mal. Bon. Non, mais non, vous vous exprimez pas très mal. C'est que c'est très complexe ce que vous êtes en train de nous dire, mais c'est toute la difficulté du désir, de la pulsion, de l'amour. Et moi, ce que je pense, c'est que cet homme, ce nouveau compagnon, en fait, il vous a mis dans une position de manque, puisqu'il n'arrivait visiblement pas à vous faire l'amour, pour des tas de raisons qui sont les siennes. Et donc, du coup, ça vous a enflammé. Carrément. Ça m'a carrément enflammé. Oui. Comme quoi, l'autre qui était toujours disponible et avec qui vous aviez visiblement quand même une sexualité très libre et très riche, mais comme il était toujours disponible, il a moins d'intérêt que celui qui, quelque part, il faut aller le chercher. Et vous voyez, exactement. Et c'est ce qui a sans doute provoqué des sentiments forts. Oui, entre autres, oui. Il n'y avait pas que ça, mais ça en faisait partie. Après, effectivement, je me suis mise à découvrir une autre forme de sexualité aussi, que je ne connaissais pas. C'était différent. J'ai découvert une nouvelle partie de moi. Et c'est quoi cette forme de sexualité ? Eh bien, c'était une sexualité, on va dire, qui était plus dans une sexualité d'abord relationnelle, d'un avant, d'un pendant et d'un après. C'est-à-dire que le fait de pouvoir se regarder, le fait de pouvoir juste se toucher les mains, c'était nettement important, alors qu'avant, ça n'existait pas. Et même si je vivais des préliminaires auparavant, là, c'était d'autres formes de préliminaires. C'était dans la discussion, dans la relation, dans les mots, dans le regard. Je n'avais pas ça avant, ça n'existait pas. Nous, on se touchait, on était électrifiés et puis on passait à l'acte. Alors que là, c'était pas du tout ça. L'érotisme déborde et dépasse l'acte de pénétration, ça c'est certain. Exactement. C'est un tout. Et puis, ce qu'il y a quand même aussi d'important, c'est que cet homme prend le temps de vous découvrir aussi bien corporellement que psychiquement, visiblement. Oui, tout à fait. Et il a très bien analysé dans la situation dans laquelle je me suis trouvée au démarrage, et il m'a dit, c'est pas si important. Et même moi, je comprenais pas. Je me dis, mais bien sûr que c'est important. Il me dit, non, ça viendra après. Et puis, je me disais, mais il est fou. Mais là, vous vous rendez compte que vous êtes devenu le sujet de son amour, alors que l'autre, vous étiez une femme parmi tant d'autres. Objet de sa pulsion, vous voyez, donc vous devenez importante, vous devenez désirante, vous devenez, vous voyez, c'est bien. Et moi, j'ai abordé ce nouveau compagnon avec cette pulsion dont j'étais certainement empreinte. Oui, bien sûr. L'habitude. Et lui, il n'a pas compris, parce que lui, de son côté, il n'a pas compris non plus. Il m'a dit, mais pourquoi tu me sautes dessus ? Mais parce que c'est très cognitif notre manière de faire l'amour, et quand on change de partenaire, il faut s'adapter à une nouvelle manière de faire. Je pense, Brigitte, vos émissions elles montrent bien, la sexualité ça commence pas dans notre appareil génital mais dans notre psyché, ça vous l'avez montré, oui. C'est clair. Et moi je vous rejoins parfaitement en l'ayant vécu, quoi. Et oui, votre témoignage est formidable, Sandrine, parce que ça montre bien à quel point on peut varier du tout au tout, et pourtant en si peu de temps. Et oui, puisque ça s'est fait en un an et demi, c'était très rapide. C'est ce qui caractérise nos pulsions, c'est qu'elles sont variables et illimitées et plurielles. Elles vivent et évoluent comme les couples. Et alors, tout à fait. Eh ben, vivez. Je vais voir la suite. On attend la suite, Sandrine. Dans quelques temps, vous nous raconterez. Ça pourrait correspondre, peut-être, oui. En tout cas, merci de ce témoignage. Merci beaucoup, Sandrine. Plaisir, merci à vous aussi. Au revoir. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. C'est Cécile, je crois, qui va nous rejoindre. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Dogue, toujours avec nous pour évoquer le désir, le non-désir, la pulsion et les besoins. Parce que c'est quand même peut-être le mot qu'on met le plus souvent sur notre sexualité. Oui, ça c'est certain. Et vous disiez en introduction que c'est pas forcément un besoin, mais je me dis qu'une vie sans sexualité est une vie drôlement triste. Je suis bien d'accord. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Alors vous êtes en couple avec quelqu'un qui est plus vieux que vous de 10 ans, depuis 2 ans et demi, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Et avant lui, j'ai eu une longue histoire. J'ai été mariée pendant 20 ans. Puis bon, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je tombais très vite amoureuse. Et donc c'était souvent des feux de paille. Donc tout feu, tout flamme. Et en fait, je me suis aperçue bien sûr, avec la routine, le désir se perd. C'est ce qui s'est passé avec mon mari. Et du coup, quand j'ai rencontré quelqu'un, bon, c'est séparé. Quand j'ai rencontré quelqu'un, j'étais un petit peu réticente parce que je me suis dit, ce sera toujours pareil, feu de paille, tout va bien au début, et puis ça s'estompe. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui s'était jamais passé avec les autres histoires, c'est que, en fait, ça a été pas un coup de foudre, mais c'est à mesure qu'on s'est découvert, et c'est de mieux en mieux. Bon, aussi, je pense qu'il y a l'âge qui fait que on est plus épanoui sexuellement. J'approche la cinquantaine. Et c'est vrai que là, moi, je suis plus je découvre, je pense que je suis sapiosexuelle, donc je suis très sensible quand même à l'intellectuel, beaucoup plus qu'au physique. Et plus ça va, mais plus on a une sexualité débordante. Donc j'apprenais un petit peu, comme il approche la soixantaine, je me disais, est-ce que... Bon, c'est jeune, un homme de 50 ans encore, oui. Cécile. C'est encore jeune. Oui, là, tous les jours, quoi. Il faut qu'on ait... Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous nous avez dit, que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment repéré, mais vous avez été souvent très amoureuse, très rapidement. Et donc, vous étiez dans ce désir qu'on a quand on est amoureuse, mais qui est un désir fugace, puisque l'état amoureux ne dure pas, et quand l'état amoureux s'en va, le désir s'en va. Tandis que là, vous êtes dans une relation qui a peut-être démarré lentement, mais qui tout doucement prend racine. C'est exactement ça. Et en fait, parce qu'on échange beaucoup, on parle beaucoup, et du coup, mais des fois on est au restaurant, mais on a tellement envie de l'un de l'autre que c'est une pulsion. Voilà, moi c'est un besoin, le sexe, je trouve que c'est incompatible, c'est pas possible une vie sans sexe, quoi. Et alors qu'est-ce que vous metteriez derrière ces mots quand vous dites j'ai une pulsion? Est-ce que vous avez une pulsion qu'ils vous prennent et qu'ils viennent en vous, ou est-ce que vous avez une pulsion de vous offrir à lui? C'est compliqué, je sais pas, moi j'ai envie de le manger. Ah, c'est la journée aujourd'hui. Non, mais on se saute dessus, voilà. Ça peut être, avec beaucoup de respect, donc vous avez envie de le prendre, hein? On est bien. Ah oui. Oui. Ah oui. Ouais. Parce qu'il me comble à tout niveau. C'est intellectuellement, Donc vous avez envie de le garder. Ah oui. Vous voyez, et c'est toute la différence, parce que les autres, vous en étiez amoureuse. Et puis une fois que vous n'en étiez plus amoureuse, vous en aviez plus envie. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pose problème dans cette irruption soudaine du désir, dans cette dévoration dont vous parlez? Est-ce que ça vous interroge? Non, au contraire, moi je trouve ça génial. Bon, tant mieux. Oui. Mais même je me dis, mais j'ai jamais, je me découvre en plaisantant, je dis, j'ai jamais été nymphomane comme ça. J'ai une envie de... Mais lui aussi. Et lui est très demandeur, il est vachement content parce qu'il m'a dit, j'ai jamais trouvé une femme. Toujours, voilà, c'était la migraine, donc il est content parce que sexuellement, vous avez l'air heureuse, épanouie sexuellement, c'est ce que vous dites. Alors j'ai toujours l'appréhension, je me dis, est-ce que ça va retomber? Arrêtez de vous faire peur, Cécile, enfin. Voilà. Vivez ça à fond. Au jour le jour. À mon avis, puisque sexuellement ça a l'air de coller parfaitement, l'alchimie est là entre vous deux, il n'y a pas de raison que... Alors ça s'estompera un tout petit peu au fil du temps, mais je vous donne 20 ans avant que ça ne soit, trop éteint, ça va. On approchera les 70 ans, donc ça me va si on est épanoui jusque-là. Puis vous savez, la sexualité, vous dites que dans votre précédente relation, il y avait une routine. Cette routine, on peut la combattre, on peut nourrir ses imaginaires érotiques de tout un tas de manières. Si vous écoutez régulièrement Brigitte Lahaie, vous devez le savoir. Tout à fait. J'ai tout essayé avec mon mari. Il voulait plus. Je pense parce qu'il avait 50 ans et puis il avait des problèmes de prostate, pour tout vous dire. Et je pense que il avait son problème. Enfin, il le vivait mal au niveau masculin, parce que moi j'avais envie, donc je disais mais il faudrait que on a essayé je voulais même qu'on aille dans un club alors que je suis pas du tout libertine, mais je me dis on pourrait aller voir, essayer. Non, lui bloqué. Et on a eu 1 an sans rapport sexuel. Donc vous avez du temps à rattraper, hein.
Allez-y. Et donc voilà. Allez-y. Non, mais je me suis bien rattrapée depuis. Je crois, Voilà. je crois. Donc, écoutez, vous êtes en train de découvrir ce qu'est la vraie relation à l'autre. Deux sujets qui se rencontrent et qui s'aiment. Et qui ne font plus qu'un. Continuez. Merci Faut y Cécile. croire. Oui, plaisir. absolument, mais ça existe, la preuve. Merci Cécile. Allez, une petite pause et on va se retrouver pour le Love Conseil. On va parler d'un jeu de synonymes. Sud Radio. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on va parler d'un jeu de synonymes. Et vous savez, Samuel Doc, comment c'est compliqué pour les couples de parler de sexualité. Hein. En général, soit ils n'en parlent pas, soit ils ont du mal à en parler. Donc voilà un petit jeu qui va vous permettre d'aborder le sujet de la sexualité de manière ludique. C'est simple. L'un d'entre vous prononce un mot en rapport avec le sexe, par exemple verge. Et l'autre doit trouver un synonyme de verge. Et le premier qui flanche, eh bien, il perd un point. Alors vous pouvez jouer, décider de jouer sur 5 mots ou plus, hein, c'est pas un problème. Et à la fin, on verra celui qui a le plus ou le moins de points. Et il y a aussi un autre jeu qui peut permettre de parler de sexualité dans le couple, c'est de trouver un mot sexuel à chaque lettre de l'alphabet. Avec un temps assez court, et à la fin du temps imparti, celui qui a trouvé le plus de mots a gagné. Vous voyez, par exemple, vous accordez 10 minutes pour trouver les 26 mots par rapport à l'alphabet, et celui qui aura terminé le plus vite, c'est celui qui gagne, hein, évidemment. Et comme ça, vous avez une possibilité de jouer de manière ludique sur les mots du sexe, et ça crée forcément un imaginaire érotique, ça remet en place de la fantasmatique. Bref, c'est une manière, par exemple, avant de vous endormir, vous jouez à ça et ça peut provoquer un peu de sensualité entre vous, quoi. Langage et humour. Oui, un très bon love conseil. Un très beau love conseil. Exactement. Demain, nous serons avec Sandy Boulanger et on va parler de Octobre Rouge. Vous savez que tous les ans, depuis 1994, je crois, on évoque cette nécessité pour les femmes de faire de la prévention pour éviter, en tout cas pour ne pas mourir du cancer du sein. On sait que grâce à la prévention, aujourd'hui, 90% des femmes qui ont un cancer du sein prises à temps vont en guérir, donc c'est vraiment important. Et on en parlera demain avec Sandy Boulanger. Mais tout de suite, c'est Lisa qui est avec nous. Bonjour Lisa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Alors, votre désir, qu'est-ce que vous en dites, Lisa ? Alors, mon désir, il a évolué avec les années, et par rapport à mon expérience, c'est surtout que j'ai eu 2 grandes histoires dans ma vie qui ont toutes les deux duré plusieurs années, et donc forcément vient la question de la fidélité dans le couple, puisque j'ai pas forcément eu trop la possibilité d'expérimenter différentes choses avec différents partenaires. Il a fallu que ça se fasse au sein du couple, ce qui est pas forcément toujours évident. Ça veut dire que vous avez été libertine, c'est ça ? Non, pas du tout. Au contraire, tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai été très sage. D'accord. Très sage dans mon couple, puisque quand je discutais avec des amis, ils avaient pu avoir plusieurs partenaires pour tester des choses. Et moi, je me suis mis très jeune en couple, à 17 ans, avec l'homme avec lequel je me suis mariée. Oui. Voilà, donc ça a duré de nombreuses années, puis on s'est séparés. Et ensuite, j'ai rencontré mon compagnon actuel assez rapidement après ma séparation, et ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, on essaie d'avoir un bébé ensemble. Et tout ça pour dire... Et donc, vous n'avez eu que 2 hommes dans votre vie, c'est ce que vous voulez dire. Mais on peut expérimenter des choses avec le même, hein. Oui, on peut expérimenter des choses avec le même, mais on a toujours un petit peu... il y a une curiosité, il y a une il y a le fantasme, là on est vraiment dans le fantasme, hein, le fantasme de découvrir ce que serait la sexualité avec des hommes différents, hein, c'est ça ? Oui, ce que ça pourrait donner. Et aujourd'hui, si je fais un peu le bilan de tout ça, ce que ça m'a appris, et ce qu'il a fallu aussi que je m'exerce et que je m'oblige, c'est en fait de devenir
conjuguer le désir et la pulsion, mais dans le couple, c'est-à-dire venir intégrer ça à mon couple, et donc pas partir trop dans l'imaginaire avec d'autres personnes, mais si je croise par exemple un homme et que j'ai senti comme ça un désir, oui, voilà, venir du coup le rapprocher de mon compagnon en créant une situation ou en réutilisant ce que j'ai ressenti à ce moment-là comment et avec votre compagnon pour le coup, hein. Et avec mon compagnon pour le coup. Mais comment vous faites? Alors, c'est-à-dire, ça va être soit ça peut se faire parce que l'opportunité fait que on ferme les yeux. Vous imaginez, vous couchez avec votre compagnon, mais vous imaginez dans votre esprit la personne que vous aviez croisée. C'est ça l'idée? Oui, alors on va pas dire comme ça pour pas être dans les idées qu'on pense à quelqu'un d'autre, mais on va dire plutôt que je vais réintérioriser ce que j'ai ressenti à ce moment-là pour pouvoir le ressortir avec mon compagnon. Et souvent, ça s'appelle de l'intelligence érotique, hein, Lisa. Oui. Tout simplement. Hein. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu gênée dans votre témoignage, Lisa, c'est quand vous m'avez dit je m'oblige à développer le désir avec mon compagnon. Donc il y a quelque chose qui laisse à penser, Lisa, qu'il y a beaucoup d'envie de découvrir d'autres choses avec d'autres hommes et que quelque part vous l'interdisez pour des questions de morale et on peut tout à fait le comprendre. Mais il faut faire attention quand même de ne pas être trop infidèle à vous-même. Alors, bon, ça c'est quelque chose que vous me parlez, que j'ai pu ressentir peut-être il y a plusieurs années. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je me sens bien à l'aise avec mon compagnon et j'arrive bien à justement réinvestir ces moments-là avec lui. Mais quand je dis justement que j'ai dû m'obliger, c'est parce que quand on est un peu comme moi, c'est une personne curieuse, on peut être tenté d'aller au bout des choses. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette valeur très forte quand même de fidélité. Bien sûr, c'est quelque chose qui était important pour mes compagnons. Mais Lisa, encore une fois, je suis pas du tout en train de vous dire d'aller voir ailleurs et de tenter et de vivre et d'assumer votre curiosité. Je dis juste que, à mon avis, il y a un conflit psychique, comme dirait Samuel Dock, n'est-ce pas? Un fort conflit psychique entre vos désirs d'aller voir ailleurs et votre désir d'être fidèle. Et ça vaut peut-être le coup de mieux le comprendre pour arriver à bien le gérer et que ça ne vous fasse pas que ça vous pose pas des difficultés. Et voyez. Oui, et est-ce que c'est possible, je pose la question théoriquement, est-ce que c'est possible de désirer toute une vie humaine entière la même personne, de ne voir qu'une seule personne, de ne coucher avec une personne, que de ne vouloir que son corps? Ça me semble difficile. Je parlais tout à l'heure de la volatilité de la pulsion et du fait que c'est un territoire pluriel. À part pour l'Église, je ne sais pas pour qui il est possible de ne désirer qu'à un seul endroit toute une vie entière. Je suis sceptique. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous parlez de sexualité avec votre compagnon? Est-ce que vous parlez par exemple du fait que peut-être lui, par exemple, pourrait avoir du désir pour d'autres femmes, que vous pourriez avoir du désir pour d'autres hommes, peut-être même de coucher avec plusieurs personnes? Est-ce que ça vit dans votre langage tout cela, ou est-ce que vous le cachez? Non, on a pu en parler, mais lui, il est très catégorique sur le fait de vouloir rester l'un à l'autre, et moi, je me sens bien comme ça aussi, présentement. Oui, bien sûr, mais je mets pas en doute le fait que vous avez pas du tout envie d'aller voir ailleurs. Hein. Je dis juste que, et puis c'est pas par hasard que vous nous avez appelé pour en parler. C'est quelque chose qui est quand même assez présent chez vous et qui serait intéressant peut-être, pourquoi pas par exemple, d'écrire des nouvelles érotiques dans lesquelles vous pourriez raconter des choses avec d'autres hommes. Oui, justement, c'est quelque chose qui s'est passé à une période ou avec un ami que j'avais retrouvé, où lui aussi avait besoin un peu de s'évader, et où on par message, effectivement, on était dans cet imaginaire-là, l'un et l'autre. Voyez, donc là,
voyez, donc là, ça peut vivre quand même ces envies qui sont très fortes. Et si vous les faites vivre, ça sera moins difficile de rester fidèle, parce que les faire vivre par l'écrit ou par des échanges, etc. C'est pas tromper son partenaire, voyez. Oui. Et c'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir trouver un juste équilibre entre vos désirs d'autres choses, de votre curiosité, et puis votre fidélité à votre conjoint. D'autant que j'ai cru comprendre que vous avez envie d'être maman, donc ça va aussi encore bousculer votre fantasmatique. Oui, et puis... ne sous-estimez pas vos pulsions et votre fantasmatique érotique. Voilà ce que je veux vous dire. Et ne la sanctionnez pas avec ce terme de fidélité et infidélité, parce que ça n'a pas grand sens finalement. Et ce terme m'obliger... Oui, voilà, me forcer, me contraindre. Faut que vous soyez plus libre avec vous-même. Très bien. Vous voyez ? Oui, j'entends. Mais c'est toujours un peu difficile d'être entre liberté, moralité, réalité. Et puis on est deux en non, mais Lisa, encore une fois, j'entends tout à fait, et je pense que vous avez raison de vous respecter dans ce sens. C'est-à-dire, vous avez raison de ne pas faire l'amour avec un autre homme que votre compagnon. Ça, vous avez raison. En revanche, vivez, c'est-à-dire soyez séduisante, laissez-vous séduire, mais n'allez pas jusqu'au passage à l'acte. Mais laissez vivre cette envie de laisser de la sensualité, de la libido avec d'autres hommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout que vous le faites déjà, puisque vous parlez de nouvelles érotiques avec un ami, avec un autre. Donc il y a déjà un autre avec qui vous faites vivre un fantasme. Ponctuellement, oui, quand le besoin s'en ressent, mais c'est des choses après qu'il a fallu stopper, parce qu'il y avait comme, en tout cas pour la personne avec qui je le faisais, comme si c'était une solution, et que du coup il fallait tout le temps, dès qu'il avait besoin, il me contactait. Et donc là, oui, vous êtes senti envahi, vous avez stoppé, mais vous avez eu raison. Mais voyez, vous pouvez aussi, par exemple, vous masturber avec un jouet et imaginer que c'est un homme avec qui vous avez changé des regards dans les transports en commun. Vous voyez, laissez vivre cette part de vous-même qui est très riche et qui ne nuira pas à la sexualité que vous avez avec votre compagnon, bien au contraire. D'accord. Vous comprenez ? C'est ça qui est important. Parce que si vous la laissez vivre sans la censurer, elle va pas revenir en boomerang d'une manière négative. Oui, d'accord. Ah oui, ça c'est certain, je rejoins tout à fait ce que dit Brigitte. Plus on essaye de réfréner une pulsion, plus on la cultive. C'est très juste, Brigitte. Vous voyez ? Et donc, laissez-la vivre, et puis en revanche, vous allez jusqu'où vous pouvez aller sans passer à l'acte. Et votre libido avec votre compagnon ne s'en portera que mieux. Oui, ça pour le coup, c'est... Mais au moins, vous allez jouir de tous les sens sans passer à l'acte, mais au moins vous allez vivre pleinement cette grande force que vous avez en vous. C'est formidable d'avoir autant de désir, de libido, de curiosité. C'est plutôt un atout. Hein ? Oui, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant. Exactement. Et donc vous le gérez en sachant que vous avez posé la limite. Ça n'ira jamais jusqu'au passage à l'acte. Le seul qui aura le droit, ce sera lui. Voilà. Merci Lisa. Merci à vous. Merci. Allez, on fait une petite pause et puis on retrouve Laetitia. Décidément, les femmes sont aptes à parler de leurs désirs maintenant. Le monde change. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Samuel Doc, on parle aujourd'hui du désir, mais de quoi peut-on parler d'autre que du désir finalement lorsqu'on parle du lien aux autres ? Que faire du désir ? Cette question est éternelle, je crois, depuis l'aube de l'humanité. Oui. Et j'imagine évidemment que vos patients vous parlent du désir toujours et encore. Hein. Du désir et même d'amour. Jacques Lacan, ce psychanalyste, disait « Toute demande est toujours une demande d'amour ». Bien sûr que c'est ce qui est à l'œuvre en psychanalyse, et c'est ce que je travaille avec mes patients. Vous avez bien raison de le souligner.
Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux femmes qui nous écoutent que, en effet, très souvent, quand un homme dit qu'il a envie de faire l'amour, c'est une demande d'amour. Mais souvent, l'homme va l'exprimer plus par la sexualité, la femme par les sentiments, mais au fond, les deux sont dans une demande d'amour. Ce qui compte, c'est de pouvoir en tout cas parler, c'est de se pouvoir parler de sexualité, que ce ne soit pas que du corps en fait, c'est de mettre des mots même sur cette force puissante, pulsionnelle. C'est ce qu'on a vu avec le très beau témoignage de Cécile, qui est tombée terriblement amoureuse de cet homme qui justement avait plutôt envie d'abord de parler plutôt que de se jeter sur elle sexuellement. Et c'est Laetitia qui va conclure avec nous. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci d'être avec nous Laetitia. Alors, votre désir, qu'est-ce que vous en faites? C'est un peu vague, mais disons que je l'assouvis avec mon conjoint, donc ça va de ce côté-là, on va dire. Alors, j'aime bien parce que vous l'assouvissez avec votre conjoint, vous dites ça avec un peu de... J'ai plus l'impression que vous faites l'amour pour arriver à avoir de la jouissance, mais qu'au départ, il n'y a peut-être pas le désir et les papillons dans le ventre. J'ai pas compris. Oui, moi non plus j'ai pas compris parce qu'on a un petit problème de liaison avec Laetitia. Oui, c'est toute la question et ça c'est vraiment une différence fondamentale entre l'homme et la femme, c'est que vous avez une manifestation immédiate de votre désir, c'est-à-dire une érection. Chez nous c'est parfois un petit peu souterrain. D'où le fait, effectivement, là encore, de pouvoir reconquérir le corps à travers notre langage. Je constate que on ne parle pas assez de sexualité, de nos fantasmes, de ce qui nous fait jouir, même de ce qui nous fait peur d'ailleurs dans la sexualité, de nos limites, de ce qu'on souhaiterait explorer. On n'en parle pas et vous voulez dire on n'en parle pas avec notre partenaire? Avec notre partenaire. Avec notre partenaire, parce que finalement, la sexualité, on en parle presque partout ailleurs, mais au sein de l'intimité, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que vous croyez pas que c'est tout simplement parce que déjà, on est très loin de sa propre sexualité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement de ce qu'on a envie vraiment, qui on est réellement sexuellement? Oui, j'en suis convaincu. Je suis absolument convaincu que cette première étrangeté, elle nous concerne d'abord nous dans notre singularité. Je suis absolument d'accord avec vous, dans notre singularité. Beaucoup de personnes croient savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, et en réalité, l'angoisse, la mélancolie que vous évoquiez tout à l'heure, ce sont des rappels en règle générale que nous trahissons quelque chose de nos désirs véritables. Et ce serait peut-être le petit exercice qu'on pourrait proposer en cette fin d'émission. Justement, on a beaucoup parlé du désir. Au fond, avant même de parler du désir, peut-être que chacun pourrait faire l'effort de se poser la question, qu'est-ce que sexuellement, si je rencontrais le ou la partenaire idéal, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Comment ça commencerait? Comment ça continuerait? Oui, tout à fait. Et en déconstruisant, pour reprendre un verbe à la mode aussi, les schémas sociaux du bon jouir et du mauvais jouir aussi. C'est ça. Parfois je crois que certaines personnes pensent leur sexualité avec des schémas sociaux et ça ne marche pas. Ils doivent désirer une personne du sexe opposé, sans accessoires. La fameuse norme. Voilà, la norme sexuelle. En même temps, c'est tellement complexe qu'on a besoin d'avoir des repères au départ, quoi. Mais après, il faut essayer d'aller un peu plus loin et de se dire qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que j'aimerais vraiment. Je crois qu'on a retrouvé Laetitia. Oui, c'est moi. Je suis dans un endroit où ça capte pas trop. Bon, et ben allez-y, on vous écoute. Oui. Là, pour l'instant, ça va. Dites-nous votre désir alors. Alors du coup, moi, il n'y a pas de souci au niveau désir. Avant que je sois avec mon conjoint actuel, j'avais effectivement des sex friends. Mais je n'étais pas forcément attachée. Enfin, j'étais même pas du tout attachée. En fait. C'est-à-dire que j'assouvissais mon désir, mais je ne... Vous viviez des relations sexuelles sans avoir particulièrement d'attachement. Et ça vous convenait bien? Oui. Et... C'était pas prise de tête, on va dire, entre guillemets, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on se dit, punaise... on aimerait bien s'attacher à quelqu'un et le faire avec quelqu'un qu'on aime, quoi. Donc c'est pour ça qu'après, personnellement pour ma part, j'ai arrêté et j'ai attendu le mec. Et vous êtes resté un moment sans avoir de relation sexuelle? Oui, effectivement. Oui, pourquoi pas?
pourquoi pas, jusqu'à ce que vous rencontriez enfin quelqu'un qui était digne d'être aimé. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que d'être aimé aussi en retour, forcément. Bah, tant qu'à faire, oui, il vaut mieux. Et est-ce que justement le désir que vous avez pour cet homme, qui est donc un homme pour qui vous avez des sentiments, il est plus fort que les désirs que vous aviez avant? Oui, effectivement. C'est-à-dire que ça fait à peu près 3 ans qu'on est ensemble et j'ai toujours autant de désirs pour lui qu'avant. C'est sûr que pas tous les jours non plus, mais toujours très régulièrement. Oui. Et forcément, il y a une petite baisse de libido, forcément, vu que ça fait quelques années qu'on est ensemble maintenant. Mais on a toujours le désir l'un pour l'autre, quoi. Et ça vous inquiète, cette baisse de libido? Non, parce que je sais quand même que c'est la nature et qu'il y a toujours des périodes où on est plus ou moins désireux de l'autre, quoi. Donc ça m'inquiète pas. Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'ailleurs, hein, Laetitia. La question n'était pas une question piège. Non, pas du tout. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est à partir du moment où vous êtes, vous avez continué à avoir du désir, même si parfois vous avez du désir, il ne se passe rien, et si parfois vous n'aviez pas trop de désir, mais vous faites quand même l'amour et que vous avez de la jouissance, tout va très bien. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qui compte, on va dire. Mais vous avez vécu finalement quelque chose d'assez bien, parce que vous avez vécu avec beaucoup d'hommes, donc vous savez ce que c'est. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte qu'en effet, la sexualité pour la sexualité est moins intéressante que la sexualité qu'on partage avec quelqu'un avec qui on partage d'autres choses, en fait. Hein. C'est ça, effectivement. Et c'est une chose dont je suis convaincue, ça, Brigitte, qu'on explore plus de choses avec la personne qu'on aime. On peut se permettre plus de choses parce que aussi on peut en parler plus facilement, on peut faire grandir nos fantasmes avec l'autre. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et surtout, il y a beaucoup moins de jugement avec notre compagnon, avec qui on vit, on parle plus librement, on va dire. Après, quand on est avec une personne qui a juste le désir charnel, si on fait pas telle ou telle chose, peut-être qu'il va nous juger un peu plus. Alors ça dépend du rapport qu'on a à soi et à la sexualité. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus libres avec des inconnus parce que justement ils vont les utiliser comme un peu comme des objets et donc voilà. Mais si on est un petit peu quand même dans le désir de l'autre et dans le respect de l'autre, c'est vrai que on va pas se lâcher de la même manière, alors que quand on est avec quelqu'un avec qui on est en totale confiance, on va pouvoir aller plus loin. C'est très juste, Brigitte, ce que vous dites. Et bien sûr, quand vous dites ça, je pense à Freud et au célèbre complexe de la mère et de la putain. C'est-à-dire que certains hommes choisissent une femme qui va devenir la mère de leurs enfants, qu'ils vont respecter, chérir, voire même admirer, mais avec laquelle ils ne coucheront pas. Et ce qu'on nommait putain, alors le mot n'est pas joli, mais c'est le terme, des femmes avec qui, pour le coup, il y a des relations sexuelles et peut-être même un fantasme de plus, mais qui reste de l'ordre du fantasme et où voilà, la pulsion vient à se concentrer. Et pourquoi est-ce qu'on ne couche pas avec cette figure de la mère? C'est parce que justement, il y a quelque chose de la mère de l'enfant, de la pureté, et puis l'interdit de l'inceste. Une sorte de trop grand respect qui fait qu'on ne peut pas l'agresser avec notre pulsion. Et puis l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire que la mère renvoie à sa propre mère, donc en général, ils jouissent ailleurs. Ça, c'est assez psychanalytique. C'est théorique. C'est un peu théorique. Mais je crois sincèrement que ça dépend vraiment de chacun, et vous le témoignez bien, hein, Laetitia, c'est que là, vous découvrez ce que c'est que d'être dans une confiance en soi, en l'autre, et où tout devient possible. Et ça, c'est quand même le summum de la sexualité. Quand on a ça, c'est à mon avis la meilleure manière d'avoir une belle harmonie. Et en effet, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter s'il y a moins de désir qu'avant, parce que il y a en revanche plus d'amour, plus de tendresse et une très belle intimité. C'est ça, totalement. Eh bien, merci Laetitia, on conclut sur un très beau témoignage, mais nous avons eu de très beaux témoignages, très variés. C'est vrai. Et on a vu que le désir féminin est bien plus fort et varié qu'on ne pourrait de temps en temps l'entendre, n'est-ce pas, Samuel Doc? Exactement, j'ai remarqué que ce n'était que des auditrices aujourd'hui. Évidemment. Bon, en tout cas, merci Samuel Doc. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les chemins de la thérapie, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, nous serons avec Sandy Boulanger et nous évoquerons donc le sein symbole du féminin encore. Sud Radio.